radio, ma radio, Tube et Info. Bonjour, nous sommes en direct de la Foire Exposition de La Rochelle pour un rendez-vous d'experts qui va évoquer vin et terroir, et on ira un peu plus loin avec l'identité culinaire. Ce rendez-vous d'experts du Hub Tourisme, je me suis permis d'associer deux personnes qui vont aborder ce sujet avec moi. Thierry Maître, consultant en goût, et Oriane Chambon, d'Expérience sur mesure, sommelière. Alors je vais commencer avec toi, Oriane, sur ce sujet, puisque c'est quoi une sommelière? Déjà avant tout. Tout à fait. Donc un sommelier ou une sommelière, c'est une personne qui travaille dans l'hôtellerie-restauration ou bien dans une cave et qui va conseiller le client lors de l'accord mets et vin, lorsque le client souhaite déguster un vin, un champagne, un café, un thé, tous les liquides. En fait, on est là pour apporter le conseil auprès du client en fonction de ses goûts, de ses envies, de son budget et de pouvoir l'associer avec les produits du restaurant, avec la carte des mets. D'accord, c'est pas que le vin. Non, ça peut être également tout ce qui est spiritueux comme le cognac, ça peut être également tout ce qui est thé, café ou même l'eau des fois, en allant dans la précision. Mais, et il y a une école pour ça? Il y a une école, il y a des écoles pour ça. D'accord. Il existe des lycées hôteliers qui forment les futurs sommeliers. Nous avons également des centres de formation d'apprentis qui accompagnent les futurs sommeliers lors de mentions complémentaires sommellerie. Et également, dans le cadre de la formation, il existe un brevet professionnel qui peut se faire sur 2 ans. Voilà. Ben moi, je suis ravi de t'avoir autour de ce rendez-vous d'experts sur cette thématique vin et terroir. On avait eu l'occasion de travailler ensemble au mois de mars dernier sur un autre salon. Avant toute chose, on va parler vin et terroir, mais je vais commencer par parler de terroir, parce que ça, en compte, c'est le socle, je dirais, de ce qui va élaborer le vin. C'est quoi un terroir ? Un terroir. Alors un terroir, ça correspond bien sûr à une identité géographique, à un sol, à un sous-sol, au climat aussi. Le climat est très important pour valoriser un terroir, et puis le savoir-faire humain et matériel qui entoure le sol et le climat. Et donc il y a autant de terroirs qu'il y a de mètres carrés de terre en fait. Effectivement, on a des géologies de sol qui sont variables en fonction des coteaux, en fonction des expositions. C'est très important, tout à fait. Et en Charente, Charente-Maritime, dans nos Charentes, puisqu'on va parler principalement Charente, dans les Charentes, y a-t-il plusieurs terroirs? Alors oui, nous avons plusieurs terroirs. On a une dominance quand même de sol très calcaire. Mais nous avons également de l'argilo-calcaire, ce qui définit en fait les différents sols des terroirs aussi du Cognacé, que l'on retrouve également sur l'influence des vins. En fonction de la Charente et de la Charente-Maritime, des influences maritimes, on peut avoir aussi des sols variables, mais une dominance calcaire et argilo-calcaire. D'accord. Et le fait, et là on va rentrer un peu plus dans la notion de cépage, tu parlais tout à l'heure, des éléments du terroir, qui ne sont pas que le sol et le sous-sol, mais c'est aussi les cépages. Les cépages, justement, parce qu'on trouve une diversité de produits en Charente. On trouve des vins blancs, des vins rouges, mais on trouve du pinot, on trouve du cognac. Tout à fait. Alors, essaye de nous éclairer un peu, de vulgariser un petit peu tout ça. Oui, on va schématiser un les petit peu. cépages, le terroir. Alors, les cépages. Donc déjà, un cépage, c'est la variété de raisin. Donc il se décline sous à peu près 300 variétés de cépages différents, donc en blanc ou en rouge. Et ensuite, on élabore effectivement du vin ou bien du cognac dans notre région, puisque nous faisons donc de l'AOC Cognac ou de l'IGP vin charentais. Et nous avons également ensuite des spiritueux à base de raisin qui existent sur le territoire, dont certains gins ou vodka à base de raisin. Alors ça c'est plutôt marketing, c'est plutôt commercial, le fait de pouvoir faire du gin ou du Non, il y a une réelle identité aromatique, intéressante, qui change. Et puis, c'est ce qui compose réellement une eau de vie qui peut être faite à base de grains, donc de raisins. Il y a toujours eu des vignes en Charente? Il y en a eu depuis très très longtemps, effectivement. On a eu déjà beaucoup de chênes truffiers à l'époque, mais la vigne avant le phylloxéra existait. La crise qui a malheureusement ravagé tout le vignoble français, mais la vigne a été toujours très présente, effectivement. Thierry, dans ton rôle
un peu de consultant du goût et des éléments, de par ta culture, ton expérience en matière de restaurateur, ou d'ex-restaurateur maintenant. Le vin est un élément important dans ton établissement ou dans la culture à faire transmettre auprès du public client, consommateur que tu rencontrais? Ben oui, parce que de toute façon, il y a en France une osmose complète au niveau du repas entre le solide et le liquide. Et dans 95%, sinon plus, des repas, c'est le vin qui est le liquide approprié à la culture française et au goût français pour accompagner les solides, quels qu'ils soient les solides. Et tu faisais un peu le sommelier, c'est-à-dire que tu conseillais tes clients? Alors moi je ne suis pas sommelier parce que je n'ai pas du tout les Non, diplômes. mais tu faisais le sommelier. Mais je faisais le sommelier évidemment, Ouais. de façon à faire en sorte que les clients qui voulaient, qui me demandaient qu'est-ce qu'on peut sur ce plat-là, Produit, qu'est-ce qu'on peut boire, qu'est-ce qu'on peut manger, comment on peut faire pour associer quelque chose. Soit ça partait effectivement d'une appréciation personnelle à moi, de préférer par exemple un vin très tannique sur un plat un peu corpulent, sur un tartare par exemple dont la sauce était avec des éléments qui apportaient une envergure de goût, de saveur un peu développée. C'était moi qui faisais ça, mais il y avait aussi le fait de pousser un peu les clients à connaître autre chose. Parce que notre proximité, alors on parle du vin charentais, mais avant qu'il y ait le vin charentais qui a pris l'ampleur qu'il a pris et qui est tout à fait mérité, parce qu'il y a de très très bons produits dans les vins charentais, nous sommes quand même pas loin de Bordeaux. Et on a une espèce d'inconscient collectif dans notre Charente-Maritime qui est d'avoir comme synonyme de bouteille de vin, ça veut dire mets-donc un Bordeaux sur la table. Quoi. Donc j'ai voulu aussi sortir un petit peu de ce cadre, on va dire, local, identité plus ou moins étendue de l'Aquitaine, de la Gironde à nous, pour faire connaître par exemple des viticulteurs du Beaujolais, parce que il est vrai que le Beaujolais c'est à l'autre bout, c'est de l'autre côté, mais il est vrai aussi que dans l'inconscient collectif en France, le Beaujolais, mais il existe aussi de très très bons Beaujolais. Alors on va revenir en Charente et je vais revenir avec Oriane sur la partie vin. Oui. On parle de robe de vin. Alors à ma connaissance, il y en a 3. Le rouge, le blanc et le rosé. Tout à fait. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la robe? Alors la robe, c'est tout simplement la façon de décrire la couleur du vin. Sa teinte va permettre, la robe du vin, c'est sa teinte, sa couleur, sa nuance, va permettre de voir si c'est un vin jeune, un vieux vin, s'il a des défauts ou non. La robe est un élément essentiel de la dégustation, effectivement. À travers la couleur, le regard qu'on va porter sur le vin, Oui. on va pouvoir identifier si il est bon, mauvais. Si... On a déjà des éléments déterminants sur sa qualité, sur son âge, effectivement. D'accord. Sa richesse aussi. On parle toujours, alors, on dit toujours, le vin rosé, en fait, c'est un coupage entre du blanc et du rouge et on en fait un vin rosé. Puisqu'à une époque, je rappelle que c'est pas si vieux que ça, il n'y avait pas une législation européenne trop rigide et il y a eu peut-être des débordements. En tout cas, à un moment donné, on a évoqué le fait de pouvoir faire du rosé avec du blanc et Alors, du rouge. ça existe aujourd'hui, ça existe en Champagne, où c'est la seule appellation française en vin où nous pouvons assembler du blanc et du rouge. Voilà. D'accord. C'est-à-dire du raisin blanc et du raisin rouge. Aujourd'hui, le rosé, c'est issu de raisin rouge, du moins, c'est une peau rouge avec une chair blanche ou une pulpe rouge à peau rouge. C'est vraiment les polyphénols, la matière qui est autour sur la pellicule du raisin qui va apporter toute cette coloration et qui va doser en fait les différents stades de rosé que l'on souhaite en fonction du temps de macération. Voilà. Pour un viticulteur, c'est un vrai incontournable le fait de dire voilà, il me faut les 3 robes de vin dans ma commercialisation, ou est-ce que tu as Non. autour de toi des viticulteurs qui sont voilà, ils veulent s'orienter sur du rouge et ils font du rouge et ils essaient de parfaire le jeu.
Parce qu'on a l'impression de voir toujours les 3 couleurs quand on visite une cave. Oui, alors c'est souvent le cas, mais après c'est vraiment des choix personnels de chaque vigneron qui font ou pas du vin rosé, où il y en a qui font que du rouge. Là tout à l'heure on va découvrir un vigneron qui fait uniquement du blanc et du rouge, il ne fait pas de rosé. D'autres font les 3 effectivement, tout dépend de leur envie, de leur potentiel, du rendement qu'ils ont de leur vigne aussi. J'avais une question Thierry, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger souvent sur l'appellation vin de copain. La bouteille de vin qu'on ouvre à l'apéritif et qu'on appelle vin de copain. Au-delà des couleurs, les terminologies vin de copain, les vins de restauration, les vins de méditation, parce que j'ai entendu parler des vins de méditation, alors je ne sais pas trop ce qu'il peut y avoir derrière. Thierry, c'est un élément aujourd'hui j'allais dire qu'on rencontre souvent, c'est des propos qu'on entend régulièrement. Alors, c'est peut-être pas ce En termes de terme-là, consommation. c'est pas cette terminologie-là exactement, mais dans l'idée, c'est ce qui est recherché, effectivement. Ouais. Il est vrai qu'un dîner de copains avec un apéritif qui peut durer un peu longtemps, l'été dans le jardin, on ne va pas choisir un Châteauneuf-du-Pape pour faire ça dès 18h, par exemple. Donc l'idée existe. Après, la terminologie, on peut trouver tous les paramètres que l'on veut. Le vin de méditation, on n'appelle pas souvent ça vin de méditation, parce que le mot méditation interprète aussi de réfléchir, penser. Non, c'est plutôt des vins où on demande, il est demandé, de par le vin, il est demandé d'avoir une petite réflexion quand même, parce que dès qu'on le met dans la bouche et que les papilles commencent à être excitées, on se rend bien compte que ce n'est pas un vin à avaler. Style, dans notre région, on a le vin de liqueur Pinot des Charentes, qui peut être considéré effectivement un vin de méditation, parce que c'est du vin. Quand on passe au cognac, qui est un spiritueux et qui est distillé, uniquement distillé, c'est différent. Mais le plus grand vin de méditation au monde que l'on connaît, c'est le Porto. Ouais. Le Porto est considéré, à mon avis, sous l'appellation vin de méditation, comme le vin au monde le plus approprié à faire ça. Parce qu'en plus, on peut le déguster avec d'autres façons de retrouver des saveurs dans la bouche, et particulièrement de la fumée, on va dire, pour rester dans le cadre non expansif de certains produits réglementés. Bon, on en reparlera tout à l'heure. Oriane, par rapport aux propos de Thierry. Je vais rebondir un petit peu. Je vais rebondir, mais je voulais aussi t'orienter un peu là-dessus. C'était par rapport effectivement à la consommation du vin aujourd'hui. Oui. On parle souvent d'accord mets-vin, mais on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Sur le vin lors de l'apéritif, ça devient quelque chose qu'on utilise plutôt fréquemment aujourd'hui, au-delà du champagne, hein, même si le champagne est un vin. C'est un vin, oui. Mais je te laisse rebondir sur les propos Oui, de Thierry avec et je plaisir. voudrais que tu me Ça répondes marche. sur mes questions. Je confirme complètement ce que vous dites. Effectivement, le vin, c'est avant tout un partage, une émotion. Je pense que chacun associe son vocabulaire en fonction du vécu et de l'expérience que l'on a de tous les jours. Des vins de méditation, il y a des vins plaisir, des vins de partage, des vins de copains. Il y a des vins également de détente qui ne demandent pas réflexion. Je veux dire, après, il n'y a pas de code. Chacun est libre finalement d'émettre son émotion à travers une dégustation ou un vin ou un style de vin. Ensuite, pour rebondir à la consommation, effectivement, le vin peut se déguster à tout moment. Comme on dit, ça rejoint un petit peu justement la caractéristique que l'on peut donner des fois à un vin. Il peut y avoir des vins à l'apéritif, des vins de pique-nique, des vins de dîner de gala ou des repas plus gastronomiques. On peut avoir tout simplement des vins aussi un peu informels. Tout dépend de l'envie, le souhait. Je pense qu'il y a vraiment des vins pour toute occasion. Tout dépend le partage et l'envie que l'on a au moment voulu. Alors j'avais un petit quid, Ariane. Alors là, on sort des terminologies qu'on va pouvoir utiliser. C'est quoi un vin tranquille ? Alors un vin tranquille, pour faire très simple, techniquement c'est un vin qui n'a pas d'effervescence, c'est un vin qui n'a pas de gaz carbonique. Voilà. Donc un vin primeur. Un vin primeur, c'est les premiers jus en fait de vin qui sortent, comme souvent lors du Beaujolais. On a les Beaujolais primeurs, on a les vins primeurs. C'est les premiers vins, les premiers jus qui arrivent sur le marché. Et qui sont à peu près à quelle date ? Parce que les vendanges Ça dépend. Les primeurs sont aléatoires en fonction des régions viticoles françaises. D'accord. Voilà. Donc il y a un primeur pour chaque région Non, viticole ? pas forcément. C'est au bon vouloir des régions et des interprofessions. Enfin,
si je peux me permettre, Oui. c'est jamais au mois de Thierry. mars-avril quand même. Non, bien sûr, après les vendanges en tout cas, oui, bien sûr, D'accord. tout à fait, effectivement. Un Après vin les de garde, vendanges. Oriane. Et comme son nom l'indique, c'est un vin que l'on peut garder, qui nécessite d'avoir un temps de vieillissement en cave avant d'être dégusté. Un vin de table. Un vin de table, alors il y a deux Appellation. dénominations. Ça peut être soit l'appellation législative qui aujourd'hui est vin de France, qui n'est plus vin de table, c'est terminé. Et c'est-à-dire qu'il n'a pas de zone géographique déterminée. Ou après, vin de table, ça peut être aussi un vin de tous les jours, de plaisir, que l'on a à sa table quotidiennement. Un vin de pays. Alors 20 pays, on rentre dans l'appellation vin IGP, donc indication géographique protégée, qui est une zone géographique qui permet, comme en Charente, de faire un vin d'un territoire déterminé. Donc là, il faut le terroir, Il faut le terroir, tout à fait. Il faut le cépage. Oui, il y a des décrets d'appellation également. On est juste en dessous en fait de l'AOC. Il y a des cépages, il y a des réglementations, des quantités d'exploitation aussi, des rendements. Et ensuite, le vin de pays, ça peut être tout simplement, dit comme tu le dis, hein, Stéphane, ça peut être le vin issu d'un secteur donné, tout simplement. D'accord. Si on dit IGP, donc indication géographique protégée, là, on est vraiment dans l'aspect législatif, comme le vin de France et comme l'AOC. D'accord. Voilà. Différence entre un vin bio et un vin naturel. Oui, alors le vin nature, c'est un long débat, on pourrait en parler Mais des oui. heures. Le Alors, vin on n'a pas des nature- heures, mais on aura l'occasion d'en reparler lors d'une prochaine Non, mais c'est émission. vrai. Le vin nature, à la différence du vin bio, le vin nature, c'est un vin où il n'y a aucun intrant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit chimique qui va rentrer à la fois dans la culture de la vigne, mais aussi lors de son élaboration, vinification, ainsi que lors de la mise en bouteille. Il y a zéro soufre, zéro intrant. Voilà, le vin biologique, lui, à la différence, c'est qu'il est issu d'une agriculture biologique, donc au niveau Normes, de l'entretien de la vigne, bien sûr. Et après, lors des vendanges, lors de la vinification, il est contraint, en tout cas, ou accompagné dans des normes un peu plus strictes. On parlait du champagne tout à l'heure. Le champagne, c'est un vin ou c'est un un vin apéritif? effervescent. C'est un vin effervescent. Voilà, un vin effervescent, qui n'est pas tranquille. Qui n'est pas tranquille. J'ai l'impression qu'on parle de moins en moins du champagne. On parle beaucoup plus, ce qu'on disait avec Thierry tout à l'heure, par rapport aux vins de copains, etc. On prend plus la liberté de consommer un vin avec des amis lors d'un apéritif. Et j'ai l'impression qu'on sort moins la bouteille de champagne. Alors parce que la bouteille de champagne, comme on disait tout à l'heure, peut-être qu'il a ses moments aussi de dégustation et qu'on ouvrira peut-être une bouteille de champagne pour des événements un peu plus précis, pour des anniversaires, pour des rencontres ou fêter quelque chose en tout cas. Et le champagne est surtout aujourd'hui très exporté dans le monde entier, donc peut-être moins consommé en France qu'il y a quelques années. Alors je vais aborder quelques idées reçues. Ah. Le vin est meilleur au verre, servi au verre, qu'à la bouteille. Alors, Enfin, je parle en restauration. Le consommateur restauration. trouve que demander un verre de vin est meilleur que lorsque la bouteille et on nous sert la bouteille. eh ben, je dirais. C'est psychologique. Alors, je Non. n'ai jamais entendu cela, mais je Non, dirais mais que ça- c'est même l'inverse. Moi, j'aurais la Thierry. réponse inverse. Thierry. Si on est sûr qu'effectivement les deux produits sont servis avec en amont toutes les qualités nécessaires à laisser en place pour que le vin soit identique servi au verre ou servi à la bouteille, on rejoint quelque part le raisonnement entre un vin venant d'un magnum, d'un vin venant d'une bouteille, c'est l'aération. Donc plus effectivement le vin est aéré, plus il récupère ses qualités organoleptiques primaires qu'il a en lui et il les dégage plus vite. Donc il est vrai qu'un vin au verre, qu'on va voir tout de suite, aura plus de sensations à la fois olfactives et gustatives immédiatement, alors qu'un vin, on ouvre une bouteille, on sert le vin, il faut attendre un petit peu qu'effectivement l'oxygénation du vin se fasse, sans parler d'oxydation, je parle d'oxygénation, Ouais. qui font que tout d'un coup il prend son ampleur réelle de départ et c'est comme ça. Mais il faut être vraiment sûr que la température Oui. ait été bonne, qu'il n'ait pas été ouvert trop longtemps. Alors pour toi, Oriane, Par c'était contre, l'inverse. Magnum, enfin, je me permets de préciser que à millésime égal et à conservation égale, il est vrai qu'un vin en bouteille sera beaucoup plus vieilli pour les vins de garde qu'un vin en magnum si on l'ouvre à la même date. Bien sûr. Oui, tout à fait. Non, après dans la question, je dirais que
il n'y a pas de vérité vraiment. Il y a trop de détails et de paramètres qui vont faire cette justesse ou non. Après, à l'inverse, si on veut prendre aussi le raisonnement un peu à l'envers, un vin au verre qui est servi dans un établissement professionnel de restauration peut être moins bien des fois qu'une bouteille. Ouais. Parce que si nous avons 5 ou 6 vins au verre, que la bouteille est ouverte depuis quelques jours et qu'elle n'a pas été vérifiée avant le service, le vin peut être même plus qu'aéré des fois et malheureusement perdre de ses capacités et de ses arômes, contrairement à une bouteille qui, elle, prendra peut-être un peu plus de temps à s'aérer, comme disait tout à l'heure Thierry, mais au moins elle aura le mérite d'être encore assez dynamique. Après, les deux sont très bien. Je pense que le vin au verre est un remède miracle, en tout cas à la découverte de vins de toutes les régions de France et c'est un atout incroyable. Une bouteille, on est contraint des fois à rester, quand nous sommes deux des fois à table, à devoir goûter qu'un seul vin. Que l'avantage du vin au verre permet vraiment de voyager dans les régions viticoles, de découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de goûter. Et puis si on n'aime pas, c'est moins grave un verre qu'une bouteille. Mais non, après, il n'y a pas de parti pris. Je pense que, comme dit Thierry, ce qui est important, c'est de goûter et que la qualité, la température soit là au moment du service. Voilà. Bouteille ou bib? Tout dépend qui élabore. Moi, j'ai goûté aujourd'hui des bag-in-box qui sont de très belle qualité, qui sont très bien. Ça fait depuis 5 ans à peu près où on a vraiment un essor et un engouement sur la qualité. C'est-à-dire que je connais des vignerons qui mettent en bouteille mais qui mettent la même qualité en bib. Les deux sont très bien, c'est juste qu'il faut connaître le vigneron, d'où ça vient, ce que c'est, ou avoir un bon conseil d'un caviste ou d'un restaurant. Le plastique du bib n'altère pas la qualité du vin? Au contraire, ça protège de la lumière. C'est pas du plastique d'ailleurs. Ça protège de la lumière et ça permet une meilleure conservation. Et une fois que le bib est ouvert, que le bag-in-box est ouvert, c'est une consommation généralement rapide de 15 jours à peu près et ça tient sans aucun problème. Mais c'est toujours pareil, il faut que le bib soit conservé. Voilà. S'il est sur un comptoir et que le soleil tape dessus quand le soleil tourne de 14h à 18h, peut-être qu'effectivement la température est importante, oui. Ok, en fait le produit, il reste, j'allais dire, de qualité. Tout dépend comment on le manipule en fait. Le produit nécessite de l'attention de la part du manipulateur. Merci Thierry. Qu'est-ce qu'on doit trouver sur une étiquette d'une bouteille? Alors, il y a des mentions... Il y a des réglementations. Oui, il y a des réglementations, des législations obligatoires pour le vigneron. Les obligations, déjà, il y a le degré alcoolique, la contenance qui est obligatoire, l'appellation, le nom du domaine, la mise en bouteille, si c'est mise en bouteille à la propriété, si c'est mise en bouteille au château ou par divers procédés. Et la capsule représentative des droits qui permet de certifier si c'est un vigneron indépendant, un récoltant, un manipulant, un négociant. Plusieurs indications, effectivement, peuvent aider au choix du vin. Alors là, ce n'est pas une obligation. Il y a des règles obligatoires. Il y a des règles obligatoires, oui. Après, il y a des mentions facultatives qui peuvent être rajoutées. Le cépage n'est pas obligatoire, le millésime n'est pas obligatoire. Sur certaines AOC, sur certaines appellations. Sur certaines AOP, même le cépage est interdit. Oui, sur certaines, c'est pas seulement non obligatoire, c'est interdit d'indiquer le cépage. Oui, sur les IGP, on peut indiquer les cépages, les vins de France aussi. Pas les AOP. Les millésimes sont facultatifs. Il y a de la liberté et à la fois des obligations. Thierry, la liberté qu'aujourd'hui on trouve sur certains affichages, alors je sors du cadre obligatoire, la liberté où on voit de plus en plus d'étiquettes flashy, punchy, avec des noms qui prêtent au sourire, etc. C'est quelque chose qui te plaît? Tu trouves qu'on sort un petit peu du mode, j'allais dire, un peu cloisonné de qu'était le viticulteur, le vigneron, son vin, etc. Alors je vais revenir à tes premières interventions sur vin de copains, vin d'invitation et tout ça. Je pense que ces viticulteurs-là ont une démarche de marketing expérientiel et ont fait en sorte que le graphisme de leur étiquette indique tout de suite aux consommateurs potentiels c'est plutôt un vin pour l'apéro, c'est plutôt un vin pour le poisson, c'est plutôt un vin pour le poisson grillé à la plancha, plutôt en sauce. Donc on va plus facilement, directement informer le consommateur par le graphisme pour que le consommateur ait une expérience à déguster le vin qui corresponde à ce que le viticulteur a imaginé de la consommation de son vin. Tout à fait. J'espère que je suis clair. C'est exactement ça, tout à fait.
Oriane, c'est quoi se constituer une bonne cave? C'est quel vin, quelle quantité voilà, je veux me faire une cave. Alors. C'est quoi d'avoir une bonne cave? Est-ce qu'il faut que j'achète tous les... Non. Je pense qu'il faut une bonne cave. C'est très personnel en fait, je pense, une bonne cave. Je pense que chaque personne doit créer sa cave en fonction de son budget, de ses envies, de la composition de la cave aussi, si c'est une armoire à vin, si c'est une cave enterrée naturelle. Une bonne cave, c'est avant tout un vin que l'on aime, voir si c'est un vin qu'on gardera 1 an, 2 ans, si on veut des vins de grande garde. Je pense qu'il n'y a pas de réponse vraiment. Je pense que c'est vraiment propre à chacun. Il faut déjà une bonne cave, une bonne hygrométrie, une bonne température, se faire conseiller, je pense que c'est important. Aller voir des professionnels cavistes ou vignerons directement à la propriété pour trouver les vins qui correspondent aussi à ce qu'on est. En fonction de ses goûts, en fonction Exactement, et je pense qu'il faut des vins pour des grands moments, des grandes occasions. Il faut des vins de copains, comme on disait tout à l'heure, pour de tous les jours. Il faut des vins aussi en fonction de la saisonnalité, je pense que c'est très important. Il y a des vins d'hiver, comme disait Thierry tout à l'heure avec le Châteauneuf du Pape. Il y a des vins un peu plus légers et friands pour l'été. Je pense qu'il faut essayer de canaliser sa cave en fonction des moments, des personnes et de la saison et de son portefeuille. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose également, la vinification, et je parle toujours sous le contrôle de la sommelière, la vinification, dans la majorité maintenant des domaines, est moins pratiquée pour réaliser une majorité de vins de garde. Ça veut donc dire qu'il faut penser également, lorsqu'on fait sa cave, de ne pas stocker 250 bouteilles, dans la mesure où il y en aura peut-être 220 qui, dans 5-6 ans, si on ne les a pas bu, il ne sera pas mauvais le vin, mais il n'aura plus l'ensemble de ce qu'il doit apporter comme plaisir quand on va le déguster. Donc il vaut mieux avoir un petit endroit avec juste ce qu'il faut, on va dire, pour l'année qui arrive, et aller chez le caviste pour renouveler sa cave. Et à la limite, ça permet aussi de goûter autre chose, de connaître des terroirs, de connaître des viticulteurs. Je rappelle aussi qu'il faut consommer avec modération. Simplement le Au petit niveau de la message. consommation. Tout à fait. Est-ce qu'on peut manger tout avec un vin? Alors là, je rentre dans l'aspect accord mets et vin. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on peut manger de tout avec un vin? Est-ce qu'on peut manger? Non, il y a des choses, il y a quelque chose que l'on évite. On sait qu'avec le vin, on évite tout ce qui est vinaigrette, les vinaigrettes, tout ce qui est vinaigre en fait, d'où la nature n'est pas forcément... Donc une salade, pas avec un vin, ou un vin pas avec une salade? On peut manger des salades, mais on peut agrémenter les assaisonnements sans forcément y mettre des vinaigres trop puissants, trop forts, qui vont embaumer le palais. Après, on peut déguster du vin seul ou accompagné de plein de choses. Les accords mets vins sont multiples et variés. On peut très bien déguster... Plutôt salé ou plutôt sucré? Les deux. Les deux, le salé, moi j'affectionne principalement le salé avec le vin, mais il y a des vins et le dessert se marie très très bien aussi. Aujourd'hui, on peut vraiment tout associer sans aucun problème, moyennant d'avoir un juste équilibre en fait entre la gastronomie et son vin. Tu nous as fait le plaisir d'apporter quelques échantillons, des beaux échantillons charentais. C'est ça. Je vais me permettre de te laisser le temps de nous les faire découvrir. Avec plaisir. Alors, nous avons 2 vins du terroir, comme on parlait de terroir, de Charente en blanc et en rouge. Donc j'ai voulu vous faire découvrir à tous les deux un vin blanc issu de Chardonnay, puisque nous avons la chance, comme en Bourgogne, d'avoir du Chardonnay, qui est le domaine Montancier, en vin charentais, on est en IGP. Nous sommes chez François Joby, qui est viticulteur à côté de Cognac, à 15 km à peu près. Habituellement, c'est un cépage que l'on retrouve principalement en Bourgogne, mais nous avons ici un climat continental avec des influences un petit peu océaniques. Et il est vrai qu'il est très très flatteur de retrouver sur nos terroirs calcaires justement le chardonnay qui se complaît à merveille avec des arômes plutôt de fruits blancs. On est sur un vin plutôt sec mais avec beaucoup de rondeur et d'élégance, vous allez pouvoir goûter. Et le chardonnay fait partie des cépages qui s'acclimatent très très bien dans la région. Alors, je vois ton geste là. Pourquoi tu l'agites le vin? Juste pour l'oxygéner et l'aérer, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour déjà enviner un petit peu mon verre, parce que mon verre est tout propre. Donc l'idée c'est de l'entourer un peu de vin et de pouvoir développer plus d'arômes quand tu vas pouvoir le mettre au nez. Et c'est pour ça que tu le portes au nez après? Oui, parce que l'oxygénation permet d'exhaler les arômes
sur un vin qui est juste ouvert. Donc tu as le geste, tu as la robe, tu le disais tout à l'heure, donc le regard, Oui. tu as le nez, l'olfactif. Alors il y a 3 phases, effectivement. Il y a le visuel avec la robe. La deuxième phase, c'est vraiment le côté olfactif du vin, où on va découvrir avant aération et après aération le comportement du vin. Et ensuite, il y a la phase gustative, effectivement, avec l'attaque, le milieu de bouche et la fin de bouche. C'est l'essence en fait, c'est les l'éveil des émotions sens. en fait. Oui, tout à Ce que fait. disait Thierry tout à l'heure parlant des papilles qui se... voilà, donc on trouve vraiment ce côté sensoriel, j'allais dire même expérientiel, mais ça va être un sujet qu'on aura l'occasion de débattre à un autre moment. Alors, pour le côté expérientiel de dégustation du vin, moi j'aime bien pratiquer une expérience qui est justement de supprimer tous les éléments sensoriels d'avant la dégustation, de façon à former intellectuellement le goût. Ouais. Parce qu'il faut savoir quand même que c'est l'œil qui est le premier déterminant de la sensation qu'on va estimer être à 95% de ce qu'on Tout à va fait. déguster plus tard. Si on voit un vin blanc, on ne s'attend pas généralement à avoir un vin corsé, corpulent, d'accord. Ouais. Donc on se prépare. Ouais. Et on sait que lorsqu'on n'a pas les yeux, déjà, c'est compliqué. Il y a une expérience, et je pense que Oriane la connaît, qui est de... Se Vraiment, cacher à les l'aveugle. yeux, Quand ouais. je dis à l'aveugle, c'est L'aveugle. on voit rien. Déguster à l'aveugle. Oui. Simplement 5 verres, avec dedans 5 vins, même température, pas même origine, mais disons quand même des origines qui font qu'on n'a pas, Proche. on n'a pas un muscadet et un vin du Jura, sans porter de jugement de valeur. Donc des appellations ou des vins qui peuvent un peu se ressembler. Si sur les 5 verres, on met un blanc et 4 rouges, ou un rouge et 4 blancs ou le contraire, rares sont les cas où le dégustateur trouve tout de suite ça, ça, ça et ça. Parce que le L'œil, visuel n'étant pas là, la vision n'étant pas là, il faut qu'on se rappelle ce qu'on a bu, quelles sont les sensations qu'on a eues. Et je pense que dans la dégustation, c'est ça qui est important, c'est d'essayer de faire comprendre au dégustateur, alors, client ou ami, Ouais. copain, Ouais, ouais. famille Tout ou à autre, fait. qu'il faut d'abord bien s'éduquer son Bien côté subjectif personnel. C'est-à-dire, Tout à fait. voilà. Là, je trouve que ça, La c'est comme ça. culture, en fait. Et avoir Il y a une après culture, là. les mots et garder son vocabulaire propre à soi, Bien sûr. quitte à l'expliquer, et pour être sûr que lorsqu'on va reboire un vin 3 ou 4 mois après, on retrouve les sensations qu'on a eues simplement au niveau du goût pour essayer de, non pas de dire c'est tel domaine, de telle année, Ouais. mais déjà on a un aperçu. Merci Thierry. On va clôturer cette rendez-vous d'experts, ce rendez-vous d'experts vin et terroir. J'avais juste une dernière question avant de vraiment Stéphane. clôturer. Est-ce que la vérité est dans le vin, Oriane? Ah, ah, la vérité Vina, est Vina Veritas. Oui, on va dire que oui. Donc tout ce que tu as pu dire ainsi que Thierry, c'est la vérité vraie. Non. Mais Après, c'est subjectif, je J'ai- pense. J'ai vu une émission de télévision l'autre jour, Oui, Thierry. et c'était un club, un groupe de D'accord. personnes, je ne sais plus exactement, j'ai plus ça en tête, mais ce qui m'avait marqué, c'est que ils débutent la soirée, et ils ont des décisions à prendre. Alors les décisions à prendre, ce pas des décisions importantes, Ouais. ce ne sont pas des présidents de la République ou autres, hein, mais ils ont des décisions à prendre, et ils boivent. Et lorsqu'ils sont tous bien éméchés, ce qui ne doit pas se faire entre nous, hein, parce que nous c'est avec modération, Oui. ils prennent la décision. Ah. Et ils disent on va appliquer ça. Et le lendemain, lorsque tout va mieux, ils se demandent est-ce que la décision que j'ai prise est la bonne? Et si la décision, quand on a l'esprit clair, correspond à ce qu'on a pris lorsqu'on avait l'esprit in vino veritas, c'est qu'effectivement c'était la bonne décision. Donc c'était Une très romain. philosophie C'était de, très de romain. relationnel. C'est Mais un très bon exemple. il y a quand même quelque chose sens. qui peut permettre de se rendre compte qu'il y a une Oui. vino veritas. Ah, c'est vrai. Eh bien, C'est vrai. merci à tous les deux. Merci, Merci, Stéphane. Thierry Maître, consultant en goût, de nous avoir accompagnés. On aurait pu développer aussi le sujet avec l'identité culturelle de nos territoires, le terroir, on en a parlé un petit peu. Merci Oriane Merci. de ton temps si précieux où tu as pu l'accorder effectivement à venir nous rejoindre sur ce rendez-vous d'experts du Hub Tourisme. Et puis je vous dis à très très bientôt. On aura plein d'autres occasions de pouvoir revivre d'autres expériences, dont celle de Comptoir Pro
les 4 et 5 mars 2019 ici à La Rochelle. Et là, on aura l'occasion de retravailler ensemble les uns et les autres. Oui. Merci à vous. Merci Merci. Stéphane.